Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'île mystérieuse, écrit par Jules Verne et toujours illustré par Didier Graffet. Nous sommes aujourd'hui au 12e épisode, si je ne m'abuse. Nous sommes toujours dans la troisième partie, la dernière. Et nous lirons ce soir les chapitres 5, 6, 7 et 8. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, je vous invite à jeter un œil à la barre de lecture de la vidéo ainsi qu'à la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer la pause que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous siera. Ça peut également bien entendu vous servir de marque-page si jamais vous voulez fragmenter cette écoute, cette lecture en plusieurs fois. Et puis bien entendu, les épisodes précédents et les épisodes à venir sont disponibles dans l'onglet playlist de ma chaîne. Vous cherchez la playlist Et si on lisait l'île mystérieuse et vous aurez tout ce que vous avez besoin d'avoir pour avoir la lecture intégrale. Voilà, voilà. De même, j'en profite pour glisser que si vous appréciez cette lecture de Jules Verne, nous en avons déjà effectué une il y a de cela quelques années, et donc vous pourrez trouver également la playlist Et si on lisait Voyage au centre de la Terre, peut-être un peu plus connu que l'île mystérieuse pour le coup, peut-être aussi moins long et plus accessible je pense, donc voilà, ça peut peut-être vous brancher. Sur ce soir, étonnamment, pour la première fois depuis le début de l'œuvre, il m'a semblé, lorsque j'ai checké un petit peu dans l'après-midi, que les chapitres étaient plus courts. Étant donné que depuis le début de l'œuvre, j'ai fait 4 chapitres, à chaque live, je vais continuer sur ce rythme-là. Tant pis si ça fait un live un peu plus court que les précédents aujourd'hui. Je pense malgré tout que ça va faire un live, de durée, convenable, je vais pas vous mentir. Et surtout, je pense que je vais garder la même cadence parce que j'aime bien ce rythme de croisière et que j'ai regardé le nombre de pages qu'il restait et le nombre de chapitres qu'il restait et j'ai l'impression qu'en continuant à 4 chapitres par session, on va réussir, encore une fois à retomber sur nos pieds et à avoir quelque chose d'assez équilibré donc je pense que je vais garder ça comme ça, même s'il y aura certains chapitres qui, peut-être, nous laisseront sur notre faim ce soir, je n'en sais rien. En tout cas, enfin, je trouve, l'histoire décolle, ou en tout cas l'histoire prend une autre entournure, l'histoire se développe dans un autre chemin que je trouve très intéressant puisque là, on est davantage dans le côté mystérieux de l'île mystérieuse. C'est comme si jusqu'à présent on était dans le côté île et que maintenant on était dans le côté mystérieux, je trouve. Parce que bien entendu, depuis le début de l'œuvre, il y a de ci, de là des petits indices de mystère, des petits indices de quelque chose d'étrange, de potentiellement même surnaturel, qui plane comme ça dans l'atmosphère. Mais jusqu'à présent, c'était quand même surtout l'arrivée sur l'île et le maintien de la vie sur l'île, la survie, voire le confort, parce que quand même nos naufragés sont très bien installés, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai l'impression que vraiment, la partie 1 et 2, c'était plutôt le côté île. La partie 3, on entre dans le côté mystérieux. Et moi, j'avoue que ça me fait vraiment plaisir et que ça me fait vraiment du bien parce que cette lecture commence à être un chouïa longue à mon goût, pour être tout à fait franc. Donc le fait qu'il y ait ce revirement, le fait qu'il y ait ce changement dans le ton, dans les thèmes abordés, dans le rythme aussi. Je trouve les péripéties, pas du tout ajustées de la même manière sur cette troisième partie. Hem, on bascule dans autre chose, on bascule dans autre chose et pour moi, c'est pour le meilleur. Je trouve que ça redynamise un petit peu la lecture, que ça redonne un petit peu de peps au récit. Donc je suis bien, bien content de ce virage et j'espère que ça va tenir sur ce rythme jusqu'à la fin de l'œuvre et j'ai hâte de le découvrir. Pour l'heure, je le rappelle, bien entendu, je suis en live et donc merci à ceux qui me rejoignent en live. Bonsoir Miss Perrine, j'espère que tu vas bien, merci d'être là. J'en profite d'ailleurs, il me semble, ça me vient à l'esprit, il me semble que c'est le début des vacances pour certains d'entre vous, donc bonnes vacances à ceux qui ont, la chance d'en avoir. Profitez bien pour tout le monde. Écoutez, je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, avec et à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Je vous souhaite à la bonne santé à tous et à toutes.
Miam, 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 miam. Moi, aujourd'hui, j'ai grave kiffé ma journée. Voilà, c'est vrai qu'avant, dans les intros, je prenais un petit peu du temps pour discuter avec vous et vous parler de plein de choses. J'ai un peu arrêté de faire ça. Je crois que j'ai envie de le refaire. En tout cas, là, maintenant, j'ai envie de le refaire. Parce que moi, cet après-midi, j'ai écrit les paroles d'une chanson. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas écrit de paroles pour une chanson. Et ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, hier, j'ai fait un live sur Insta, je crois que c'était hier. Hier, dans la nuit. Il me semble que j'ai fait un live sur Insta où justement j'ai joué de la guitare, chantonné un petit peu, et essayé de travailler justement cette nouvelle chanson. Peut-être que ça m'a inspiré, mais ça y est, j'ai écrit les paroles d'une nouvelle chanson, j'ai la guitare, je vois à peu près ce que la batterie et la basse vont faire. Et du coup, franchement, je pense que je suis potentiellement pas loin d'enregistrer une nouvelle chanson après des années sans avoir rien enregistré. Donc, encore une fois, je vais pas faire d'annonce, je vais rien promettre. Mais c'est vrai que ça me titille de plus en plus. Et les vieux de la vieille savent que j'ai maintes fois répété en live que si je n'enregistrais pas d'album avant mes 30 ans, j'étais la reine des sassas. Eh bien, je crois que ça va partir pour... je crois que ça va partir pour que je me retrouve la reine des sassas, mais, il n'est pas exclu que dans ma 29e année, j'enregistre et mixe une chanson. Ça pourrait être vraiment sympa. En tout cas, c'est un truc qui me... Ouais, c'est un truc qui me donne vraiment envie, qui me ferait vraiment plaisir, mais il va falloir, euh, il va falloir redoubler d'efforts et il va falloir régler pas mal de problèmes parce que notamment l'ordinateur que j'utilisais pour enregistrer de la musique est un peu corrompu, un peu flingué. Donc ça va nécessiter de potentiellement le réparer, ce qui est déjà un gros frein. Bref. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais j'avais envie de le partager parce que franchement, c'était un bon truc qui m'a fait grave kiffer. Et d'ailleurs, j'hésite. Je me suis dit ça, je me dis ça en ce moment. En fait, je sais pas, j'ai envie d'envoyer des good vibes. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai envie d'envoyer des good vibes. J'ai l'impression que... Alors bien sûr, on vit tous des moments potentiellement difficiles, etc., etc. Mais j'ai envie d'envoyer des good vibes, peu importe que ce soit des moments difficiles ou faciles. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment décrire mon envie. Mais je sais pas, en fait, il y a un truc comme ça dans mon cerveau ces temps-ci où je me dis, oh, j'ai envie d'envoyer des good vibes aux gens. J'ai envie de faire des choses qui vont rendre les gens heureux, qui vont être utiles entre guillemets aux gens, qui vont peut-être ouvrir les gens à des trucs plus positifs. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est un truc qui me trotte en tête ces temps-ci. Et je sais pas encore comment ça va s'organiser, mais je me dis qu'il est possible que je refasse des lives in my head, comme j'avais fait il y a fort longtemps, donc dans ma tête, des lives un petit peu introspectifs où on discute de tout un tas de sujets. Et là, je sais que j'ai plusieurs sujets que je risquerais d'aborder avec vous dans ce genre de live. Euh, ouais, franchement, c'est pas exclu que vous voyez popper ce genre d'émission soon. Et sinon, bien entendu, je vous rappelle que dimanche après-midi, a priori, il y aura un live sur les aventures du Pierrot Barbare et de Bob Lennon, et du Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon. Je suis pas encore dessiné à 100% si je fais ça, mais il y a de grandes chances. Si c'est pas ça, ça sera la bibliothèque certainement. Hop, voilà, le tri de ma bibliothèque. Et sinon, je ne sais pas trop. En fait, encore une fois, c'est pas exclu que je fasse des lives de gaming, c'est pas exclu que je fasse des lives de tout et n'importe quoi, je sais pas. En ce moment, je suis plutôt dans un bon mood. Je suis plutôt dans un bon mood et je suis plutôt dans l'envie de faire des choses. Donc voilà. Je vous avais parlé mardi du fait que l'île mystérieuse, il nous reste encore 4 émissions, je crois, en comptant celle du jour. Et que ça allait pas forcément être facile, parce que dans les 2 semaines à venir, je vais être pas mal occupé et les lives risquent d'être un petit peu chamboulés en termes de planning. Mais malgré tout, je pense que je vais essayer de faire pas mal de lives autant que faire se peut. Bref, je vous communique juste mes envies. Je ne peux rien vous affirmer. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur l'étrange découverte des restes d'une potentielle torpille
qui aurait fait s'envoler ce navire pirate, qui l'aurait détruit et qui aurait sauvé en quelque sorte l'île Lincoln et ses naufragés. En tout cas, le groupe que nous suivons depuis le début de l'œuvre. Même si il reste encore des pirates sur l'île, donc le danger n'est pas encore complètement exclu. Et forcément, la présence de cette torpille pose question. Et les personnages sont complètement dans ce genre de discussion de comment est-ce possible, il se passe des choses pas normales, il y a trop d'événements depuis le début, depuis notre arrivée sur l'île qui sont étranges. Est-ce que ça pourrait peut-être nous donner des indices sur la potentielle présence d'une autre personne sur l'île, etc., etc. Donc forcément, le secret de l'île, puisque c'est le titre de la 3e partie, pose de plus en plus questions, et j'ai l'impression qu'on tourne de plus en plus autour du pot, mais qu'on arrive bientôt à la révélation. Allons découvrir ça sans plus attendre. Comme je vous l'ai dit en intro, les chapitres sont un peu plus courts aujourd'hui, mais je vais garder le même rythme, donc je vais lire chapitres 5 et 6, faire une pause, puis 7 et 8. Et allons-y. Je vous souhaite une bonne écoute Miss Perrine, bonne écoute à tous ceux dans le monde du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure pour la pause. Chapitre 5. Ainsi donc, tout s'expliquait par l'explosion sous-marine de cette torpille. Cyrus Smith, qui pendant la guerre de l'Union avait eu l'occasion d'expérimenter ces terribles engins de destruction, ne pouvait s'y tromper. C'est sous l'action de ce cylindre, chargé d'une substance explosive, nitroglycérine, picrate ou autre matière de même nature, que l'eau du canal s'était soulevée comme une trombe, que le brick, foudroyé dans ses fonds, avait coulé instantanément, et c'est pourquoi il avait été impossible de le renflouer, tant les dégâts subis par sa coque avaient été considérables. À une torpille qui eût détruit une frégate cuirassée aussi facilement qu'une simple barque de pêche, le Speedy n'avait pu résister. Oui, tout s'expliquait. Tout, excepté la présence de cette torpille dans les eaux du canal. « Mes amis, reprit alors Cyrus Smith, nous ne pouvons plus mettre en doute la présence d'un être mystérieux, d'un naufragé comme nous peut-être, abandonné sur notre île, et je le dis, afin qu'Ayrton soit au courant de ce qui s'est passé d'étrange depuis 2 ans. Quel est ce bienfaisant inconnu, dont l'intervention, si heureuse pour nous, s'est manifestée en maintes circonstances? Je ne puis l'imaginer. Quel intérêt a-t-il à agir ainsi, à se cacher après tant de services rendus? Je ne puis le comprendre. Mais ces services n'en sont pas moins réels, et de ceux que seul un homme disposant d'une puissance prodigieuse pouvait nous rendre. Ayrton est son obligé comme nous, car si c'est l'inconnu qui m'a sauvé des flots après la chute du ballon, c'est évidemment lui qui a écrit le document, qui a mis cette bouteille sur la route du canal et qui nous a fait connaître la situation de notre compagnon. J'ajouterai que cette caisse, si convenablement pourvue de tout ce qui nous manquait, c'est lui qui l'a conduite et échouée à la pointe de l'épave. Que ce feu, placé sur les hauteurs de l'île et qui vous a permis d'y atterrir, c'est lui qui l'a allumé. Que ce grain de plomb trouvé dans le corps du Pécari, c'est lui qui l'a tiré. Que cette torpille qui a détruit le brick, c'est lui qui l'a immergé dans le canal. En un mot, que tous ces faits inexplicables dont nous ne pouvions nous rendre compte, c'est à cet être mystérieux qu'ils sont dus. Donc, quel qu'il soit, naufragé ou exilé sur cette île, nous serions ingrats si nous nous croyions dégagés de toute reconnaissance envers lui. Nous avons contracté une dette, et j'ai l'espoir que nous la payerons un jour. « Vous avez raison de parler ainsi, mon cher Cyrus, » répondit Gédéon Spilett. « Oui, il y a un être presque tout-puissant, caché dans quelque partie de l'île, et dont l'influence a été singulièrement utile pour notre colonie. J'ajouterai que cet inconnu me paraît disposer de moyens d'action qui tiendraient du surnaturel, si dans les faits de la vie pratique, le surnaturel était acceptable. Est-ce lui qui se met en communication secrète avec nous par le puits de Granite House, et a-t-il ainsi connaissance de tous nos projets? Est-ce lui qui nous a tendu cette bouteille, quand la pirogue a fait sa première excursion en mer? Est-ce lui qui a rejeté Top des eaux du lac et donné la mort au dugong? Est-ce lui, comme tout porte à le croire,
qui vous a sauvé des flots, Cyrus, et cela dans des circonstances où tout autre qui n'eût été qu'un homme n'aurait pu agir. Si c'est lui, il possède donc une puissance qui le rend maître des éléments. » L'observation du reporter était juste, et chacun le sentait bien. « Oui, » répondit Cyrus Smith. « Si l'intervention d'un être humain n'est plus douteuse pour nous, je conviens qu'il a à sa disposition des moyens d'action en dehors de ceux dont l'humanité dispose. Là est encore un mystère, mais si nous découvrons l'homme, le mystère se découvrira aussi. La question est donc celle-ci. Devons-nous respecter l'incognito de cet être généreux, ou devons-nous tout faire pour arriver jusqu'à lui ? Quelle est votre opinion à cet égard ? » « Mon opinion, » répondit Pencroff, « c'est que, quel qu'il soit, c'est un brave homme et il a mon estime. »« Soit, » reprit Cyrus Smith. « Mais cela n'est pas répondre, Pencroff. »« Mon maître, » dit alors Nab, « j'ai l'idée que nous pouvons chercher tant que nous voudrons le monsieur dont il s'agit, mais que nous ne le découvrirons que quand il lui plaira. »« Ce n'est pas bête ce que tu dis là, Nab, » répondit Pencroff. « Je suis de l'avis de Nab, » répondit Gédéon Spilett, « mais ce n'est pas une raison pour ne point tenter l'aventure. Que nous trouvions ou que nous ne trouvions pas cet être mystérieux, nous aurons au moins rempli notre devoir envers lui. »« Et toi, mon enfant, donne-nous ton avis, » dit l'ingénieur en se retournant vers Harbert. « Ah » s'écria Harbert, dont le regard s'animait. « Je voudrais le remercier, celui qui vous a sauvé d'abord et qui nous a sauvés ensuite. »« Pas dégoûté, mon garçon, » riposta Pencroff. « Et moi aussi, et nous tous. Je ne suis pas curieux, mais je donnerais bien un de mes yeux pour voir face à face ce particulier-là. Il me semble qu'il doit être beau, grand, fort, avec une belle barbe, des cheveux comme des rayons, et qu'il doit être couché sur des nuages, une grosse boule à la main. »« Eh, mais, Pencroff, » répondit Gédéon Spilett, « c'est le portrait de Dieu le Père que vous nous faites là. »« Possible, monsieur Spilett, » répliqua le marin, « mais c'est ainsi que je me le figure. »« Et vous, Ayrton ?» demanda l'ingénieur. « Monsieur Smith, » répondit Ayrton, « je ne puis guère vous donner mon avis en cette circonstance. Ce que vous ferez sera bien fait. Quand vous voudrez m'associer à vos recherches, je serai prêt à vous suivre. »« Je vous remercie, Ayrton, » reprit Cyrus Smith, « mais je voudrais une réponse plus directe à la demande que je vous ai faite. Vous êtes notre compagnon. Vous vous êtes déjà plusieurs fois dévoué pour nous, et comme tous ici, vous devez être consulté quand il s'agit de prendre quelques décisions importantes. Parlez donc. »« Monsieur Smith, » répondit Ayrton, « je pense que nous devons tout faire pour retrouver ce bienfaiteur inconnu. Peut-être est-il seul, peut-être souffre-t-il, peut-être est-ce une existence à renouveler. Moi aussi, vous l'avez dit, j'ai une dette de reconnaissance à lui payer. C'est lui, ce ne peut être que lui qui soit venu à l'île Tabor, qui y ait trouvé le misérable que vous avez connu, qui vous ait fait savoir qu'il y avait là un malheureux à sauver. C'est donc grâce à lui que je suis redevenu un homme. Non, je ne l'oublierai jamais. »« C'est décidé, » dit alors Cyrus Smith. « Nous commencerons nos recherches le plus tôt possible. Nous ne laisserons pas une partie de l'île inexplorée. Nous la fouillerons jusque dans ses plus secrètes retraites, et que cet ami inconnu nous le pardonne en faveur de notre intention. » Pendant quelques jours, les colons s'employèrent activement aux travaux de la fenaison et de la moisson. Avant de mettre à exécution leur projet d'explorer les parties encore inconnues de l'île, ils voulaient que toute indispensable besogne fût achevée. C'était aussi l'époque à laquelle se récoltaient les divers légumes provenant des plants de l'île Tabor. Tout était donc à emmagasiner, et heureusement, la place ne manquait pas à Granite House, où l'on aurait pu engranger toutes les richesses de l'île. Les produits de la colonie étaient là, méthodiquement rangés, et en lieu sûr, on peut le croire, autant à l'abri des bêtes que des hommes. Nulle humidité n'était à craindre au milieu de cet épais massif de granit. Plusieurs des excavations naturelles situées dans le couloir supérieur furent agrandies ou évidées, soit au pic, soit à la mine, et Granite House devint aussi un entrepôt général renfermant les approvisionnements, les munitions, les outils et ustensiles de rechange, en un mot, tout le matériel de la colonie. Quant aux canons provenant du brick, c'étaient de jolies pièces en acier fondu qui, sur les instances de Pencroff, furent tissées au moyen de caliornes et de grues jusqu'au palier même de Granite House. Des embrasures furent ménagées entre les fenêtres, et on put bientôt les voir allonger leur gueule luisante à travers la paroi granitique. De cette hauteur, ces bouches à feu commandaient véritablement toute la baie de l'Union. C'était comme un petit Gibraltar, et tout navire qui se fût embossé au large de l'îlot eût été inévitablement exposé au feu de cette batterie aérienne.
Monsieur Cyrus, dit un jour Pencroff, c'était le 8 novembre. À présent que cet armement est terminé, il faut pourtant bien que nous essayions la portée de nos pièces. Croyez-vous que cela soit utile? Répondit l'ingénieur. C'est plus qu'utile, c'est nécessaire. Sans cela, comment connaître la distance à laquelle nous pouvons envoyer un de ces jolis boulets dont nous sommes approvisionnés? Essayons donc, Pencroff, répondit l'ingénieur. Toutefois, je pense que nous devons faire l'expérience en employant non la poudre ordinaire, dont je tiens à laisser l'approvisionnement intact, mais le pyroxyle, qui ne nous manquera jamais. Ces canons-là pourront-ils supporter la déflagration du pyroxyle? Demanda le reporter, qui n'était pas moins désireux que Pencroff d'essayer l'artillerie de Granite House. Je le crois. D'ailleurs, ajouta l'ingénieur, nous agirons prudemment. L'ingénieur avait lieu de penser que ces canons étaient de fabrication excellente, et il s'y connaissait. Faits en acier forgé et se chargeant par la culasse, ils devaient par là même pouvoir supporter une charge considérable et par conséquent avoir une portée énorme. En effet, au point de vue de l'effet utile, la trajectoire décrite par le boulet doit être aussi tendue que possible, et cette tension ne peut s'obtenir qu'à la condition que le projectile soit animé d'une très grande vitesse initiale. Or, dit Cyrus Smith à ses compagnons, la vitesse initiale est en raison de la quantité de poudre utilisée. Toute la question se réduit, dans la fabrication des pièces, à l'emploi d'un métal aussi résistant que possible, et l'acier est incontestablement celui de tous les métaux qui résiste le mieux. J'ai donc lieu de penser que nos canons supporteront sans risque l'expansion des gaz du pyroxyle et donneront des résultats excellents. Nous en serons bien plus certains quand nous aurons essayé, répondit Pencroff. Il va sans dire que les 4 canons étaient en parfait état. Depuis qu'ils avaient été retirés de l'eau, le marin s'était donné la tâche de les astiquer consciencieusement. Que d'heures il avait passées à les frotter, à les graisser, à les polir, à nettoyer le mécanisme de l'obturateur, le verrou, la vis de pression. Et maintenant ces pièces étaient aussi brillantes que si elles eussent été à bord d'une frégate de la marine des États-Unis. Ce jour-là donc, en présence de tout le personnel de la colonie, Maître Jup et Top compris, les 4 canons furent successivement essayés. On les chargea avec du pyroxyle en tenant compte de sa puissance explosive qui, on l'a dit, est quadruple de celle de la poudre ordinaire. Le projectile qu'il devait lancer était cylindro-conique. Pencroff, tenant la corde de l'étoupille, était prêt à faire feu. Sur un signe de Cyrus Smith, le coup partit. Le boulet, dirigé sur la mer, passa au-dessus de l'îlot et alla se perdre au large, à une distance qu'on ne put d'ailleurs apprécier avec exactitude. Le second canon fut braqué sur les extrêmes roches de la pointe de l'épave, et le projectile, frappant une pierre aiguë à près de 3 miles de Granite House, la fit voler en éclats. C'était Harbert qui avait braqué le canon et qui l'avait tiré, et il fut tout fier de son coup d'essai. Il n'y eut que Pencroff à en être plus fier que lui. Un coup pareil, dont l'honneur revenait à son cher enfant. Le troisième projectile, lancé cette fois sur les dunes qui formaient la côte supérieure de la baie de l'Union, frappa le sable à une distance d'au moins 4 miles. Puis, après avoir ricoché, il se perdit en mer dans un nuage d'écume. Pour la 4e pièce, Cyrus Smith força un peu la chance afin d'en essayer l'extrême portée. Puis, chacun s'étant mis à l'écart pour le cas où elle aurait éclaté, l'étoupille fut enflammée au moyen d'une longue corde. Une violente détonation se fit entendre. Mais la pièce avait résisté, et les colons, s'étant précipités à la fenêtre, purent voir le projectile écorner les roches du cap Mandibule, à près de 5 miles de Granite House, et disparaître dans le golfe du Requin. « Eh bien, monsieur Cyrus » s'écria Pencroff, dont les hurrahs auraient pu rivaliser avec les détonations produites. « Qu'est-ce que vous dites de notre batterie? Tous les pirates du Pacifique n'ont qu'à se présenter devant Granite House. Pas un n'y débarquera maintenant sans notre permission. » « Si vous m'en croyez, Pencroff, répondit l'ingénieur, mieux vaut n'en pas faire l'expérience. À propos, reprit le marin, et les 6 coquins qui rôdent dans l'île, qu'est-ce que nous en ferons? Est-ce que nous les laisserons courir nos forêts, nos champs, nos prairies? Ce sont de vrais jaguars, ces pirates-là, et il me semble que nous ne devons pas hésiter à les traiter comme tels. Qu'en pensez-vous, Ayrton? Ajouta Pencroff en se retournant vers son compagnon. Ayrton hésita d'abord à répondre. Et Cyrus Smith regretta que Pencroff lui eût un peu étourdiment posé cette question. Aussi fut-il fort ému quand Ayrton répondit d'une voix humble « J'ai été un de ces jaguars, monsieur Pencroff, et je n'ai pas le droit de parler. » Et d'un pas lent, il s'éloigna.
Pencroff avait compris. « Satané bête que je suis !» s'écria-t-il. « Pauvre Ayrton, il a pourtant droit de parler ici autant que qui que ce soit. » « Oui, dit Gédéon Spilett, mais sa réserve lui fait honneur, et il convient de respecter ce sentiment qu'il a de son triste passé. »« Entendu, monsieur Spilett, répondit le marin, et on ne m'y reprendra plus. J'aimerais mieux avaler ma langue que de causer un chagrin à Ayrton. Mais revenons à la question. Il me semble que ces bandits n'ont droit à aucune pitié, et que nous devons au plus tôt en débarrasser l'île. »« C'est bien votre avis, Pencroff » demanda l'ingénieur. « Tout à fait mon avis. »« Et avant de les poursuivre sans merci, vous n'attendriez pas qu'ils eussent de nouveau fait acte d'hostilité contre nous ?»« Ce qu'ils ont fait ne suffit donc pas ?» demanda Pencroff, qui ne comprenait rien à ces hésitations. « Ils peuvent revenir à d'autres sentiments, » dit Cyrus Smith, « et peut-être se repentir. »« Se repentir, eux ?» s'écria le marin en levant les épaules. « Pencroff, pense à Ayrton, » dit alors Harbert en prenant la main du marin. « Il est redevenu un honnête homme. » Pencroff regarda ses compagnons les uns après les autres. Il n'aurait jamais cru que sa proposition dût soulever une hésitation quelconque. Sa rude nature ne pouvait pas admettre que l'on transigeât avec les coquins qui avaient débarqué sur l'île, avec des complices de Bob Harvey, les assassins de l'équipage du Speedy, et il les regardait comme des bêtes fauves qu'il fallait détruire sans hésitation et sans remords. « Tiens, fit-il, j'ai tout le monde contre moi. Vous voulez faire de la générosité avec ces gueux-là ? Soit. Puissions-nous ne pas nous en repentir. Quel danger courons-nous, dit Harbert, si nous avons soin de nous tenir sur nos gardes. Fit le reporter qui ne se prononçait pas trop. Ils sont 6 et bien armés. Que chacun d'eux s'embusque dans un coin et tire sur l'un de nous, ils seront bientôt maîtres de la colonie. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Répondit Harbert. Sans doute parce que leur intérêt n'était pas de le faire. D'ailleurs, nous sommes 6 aussi. Bon, répondit Pencroff, qu'aucun raisonnement n'eût pu convaincre. Laissons ces braves gens vaquer à leurs petites occupations et ne songeons plus à eux. Allons, Pencroff, dit Nab, ne te fais pas si méchant que cela. Un de ces malheureux serait ici devant toi, à bonne portée de ton fusil, que tu ne tirerais pas dessus. Je tirerai sur lui comme sur un chien enragé, Nab, répondit froidement Pencroff. Pencroff, dit alors l'ingénieur, vous avez souvent témoigné beaucoup de déférence à mes avis. Voulez-vous, dans cette circonstance, vous en rapporter encore à moi ? Je ferai comme il vous plaira, monsieur Smith, répondit le marin, qui n'était nullement convaincu. Eh bien, attendons, et n'attaquons que si nous sommes attaqués. Ainsi fut décidée la conduite à tenir vis-à-vis des pirates, bien que Pencroff n'en augurât rien de bon. On ne les attaquerait pas, mais on se tiendrait sur ses gardes. Après tout, l'île était grande et fertile. Si quelques sentiments d'honnêteté leur étaient restés au fond de l'âme, ces misérables pouvaient peut-être s'amender. Leur intérêt, bien entendu, n'était-il pas, dans les conditions où ils avaient à vivre, de se refaire une vie nouvelle ? En tout cas, ne fût-ce que par humanité, on devait attendre. Les colons n'auraient peut-être plus, comme auparavant, la facilité d'aller et de venir sans défiance. Jusqu'alors, ils n'avaient eu à se garder que des fauves, et maintenant, si convicts, peut-être de la pire espèce, rôdaient sur leur île. C'était grave, sans doute, et c'eût été, pour des gens moins braves, la sécurité perdue. N'importe. Dans le présent, les colons avaient raison contre Pencroff. Auraient-ils raison dans l'avenir ? On le verrait. Chapitre 6. Cependant, la grande préoccupation des colons était d'opérer cette exploration complète de l'île qui avait été décidée, exploration qui aurait maintenant 2 buts. Découvrir d'abord l'être mystérieux dont l'existence n'était plus discutable, et en même temps reconnaître ce qu'étaient devenus les pirates, quelle retraite ils avaient choisie, quelle vie ils menaient et ce qu'on pouvait avoir à craindre de leur part. Cyrus Smith désirait partir sans retard, mais l'expédition devant durer plusieurs jours, il avait paru convenable de charger le chariot de divers effets de campement et d'ustensiles qui faciliteraient l'organisation des haltes. Or, en ce moment, un des onégats, blessé à la jambe, ne pouvait être attelé.
Quelques jours de repos lui étaient nécessaires, et l'on crut pouvoir sans inconvénient remettre le départ d'une semaine, c'est-à-dire au 20 novembre. Le mois de novembre, sous cette latitude, correspond au mois de mai des zones boréales. On était donc dans la belle saison. Le soleil arrivait sur le tropique du Capricorne et donnait les plus longs jours de l'année. L'époque serait donc tout à fait favorable à l'expédition projetée, expédition qui, si elle n'atteignait pas son principal but, pouvait être féconde en découvertes, surtout au point de vue des productions naturelles, puisque Cyrus Smith se proposait d'explorer ces épaisses forêts du Far West qui s'étendaient jusqu'à l'extrémité de la presqu'île Serpentine. Pendant les 9 jours qui allaient précéder le départ, il fut convenu que l'on mettrait la main aux derniers travaux du plateau de Grande Vue. Cependant, il était nécessaire qu'Ayrton retournât au corral, où les animaux domestiques réclamaient ses soins. On décida donc qu'il y passerait 2 jours, et qu'il ne reviendrait à Granite House qu'après avoir largement approvisionné les étables. Au moment où il allait partir, Cyrus Smith lui demanda s'il voulait que l'un d'eux l'accompagnât, lui faisant observer que l'île était moins sûre qu'auparavant. Lui faisant observer que l'île était moins sûre qu'autrefois. Ayrton répondit que c'était inutile, qu'il suffirait à la besogne et que, d'ailleurs, il ne craignait rien. Si quelque incident se produisait au corral ou dans les environs, il en préviendrait immédiatement les colons par un télégramme à l'adresse de Granite House. Ayrton partit donc le 9, dès l'aube, emmenant le chariot attelé d'un seul onaga, et, 2 heures après, le timbre électrique annonçait qu'il avait trouvé tout en ordre au corral. Pendant ces 2 jours, Cyrus Smith s'occupa d'exécuter un projet qui devait mettre définitivement Granite House à l'abri de toute surprise. Il s'agissait de dissimuler absolument l'orifice supérieur de l'ancien déversoir, qui était déjà maçonné et à demi caché sous des herbes et des plantes, à l'angle sud du lac Grant. Rien n'était plus aisé, puisqu'il suffisait de surélever de 2 à 3 pieds le niveau des eaux du lac, sous lesquelles l'orifice serait alors complètement noyé. Or, pour rehausser ce niveau, il n'y avait qu'à établir un barrage aux 2 saignées faites au lac, et par lesquelles s'alimentaient le crick Glycérine et le crick de la Grande Chute. Les colons furent conviés à ce travail, et les 2 barrages, qui d'ailleurs n'excédaient pas 7 à 8 pieds en largeur sur 3 de hauteur, furent dressés rapidement au moyen de quartiers de roches bien cimentés. Ce travail achevé, il était impossible de soupçonner qu'à la pointe du lac existait un conduit souterrain par lequel se déversait autrefois le trop-plein des eaux. Il va sans dire que la petite dérivation qui servait à l'alimentation du réservoir de Granite House et à la manœuvre de l'ascenseur avait été soigneusement ménagée et que l'eau ne manquerait en aucun cas. L'ascenseur, une fois relevé, cette sûre et confortable retraite défiait toute surprise ou coup de main. Cet ouvrage avait été rapidement expédié, et Pencroff, Gédéon Spilett et Harbert trouvèrent le temps de pousser une pointe jusqu'à Port-Ballon. Le marin était très désireux de savoir si la petite anse au fond de laquelle était mouillé le Bonadventure avait été visitée par les convicts. « Précisément, fit-il observer, ces gentlemen ont pris terre sur la côte méridionale, et s'ils ont suivi le littoral, il est à craindre qu'ils n'aient découvert le petit port, auquel cas je ne donnerais pas un demi-dollar de notre Bonadventure. » Les appréhensions de Pencroff n'étaient pas sans quelque fondement, et une visite à Port-Ballon parut être fort opportune. Le marin et ses compagnons partirent donc dans l'après-dînée du 10 novembre, et ils étaient bien armés. Pencroff, en glissant ostensiblement 2 balles dans chaque canon de son fusil, secouait la tête, ce qui ne présageait rien de bon pour quiconque l'approcherait de trop près. « Bête ou homme » dit-il. Gédéon Spilett et Harbert prirent aussi leurs fusils, et, vers 3 heures, tous 3 quittèrent Granite House. Nab les accompagna jusqu'au coude de la Mercy, et, après leur passage, il releva le pont. Il était convenu qu'un coup de fusil annoncerait le retour des colons, et que Nab, à ce signal, reviendrait rétablir la communication entre les 2 berges de la rivière. La petite troupe s'avança directement par la route du port vers la côte méridionale de l'île. Ce n'était qu'une distance de 3,5 miles, mais Gédéon Spilett et ses compagnons mirent 2 heures à la franchir. Aussi avait-il fouillé toute la lisière de la route, tant du côté de l'épaisse forêt que du côté du marais des Tadornes. Ils ne trouvèrent aucune trace des fugitifs qui, sans doute, n'étaient pas encore fixés sur le nombre des colons et sur les moyens de défense dont ils disposaient, avaient dû gagner les portions les moins accessibles de l'île. Pencroff, arrivé à Port-Ballon, vit avec une extrême satisfaction le Bonadventure tranquillement mouillé dans l'étroite crique. Du reste, Port-Ballon était si bien caché au milieu de ces hautes roches que ni de la mer ni de la terre on ne pouvait le découvrir à moins d'être dessus ou dedans. « Allons,
dit Pencroff. « Ces grelins ne sont pas encore venus ici. Les grandes herbes conviennent mieux aux reptiles, et c'est évidemment dans le Far West que nous les retrouverons. » « Et c'est fort heureux, car s'ils avaient trouvé le Bonadventure, ajouta Harbert, ils s'en seraient emparés pour fuir, ce qui nous eût empêchés de retourner prochainement à l'île Tabor. » « En effet, répondit le reporter, il sera important d'y porter un document qui fasse connaître la situation de l'île Lincoln et la nouvelle résidence d'Ayrton pour le cas où le yacht écossais viendrait le reprendre. »« Eh bien, le Bonadventure est toujours là, monsieur Spilett, répliqua le marin. Son équipage et lui sont prêts à partir au premier signal. »« Je pense, Pencroff, que ce sera chose à faire dès que notre expédition dans l'île sera terminée. Il est possible, après tout, que cet inconnu, si nous parvenons à le trouver, en sache long, et sur l'île Lincoln et sur l'île Tabor. N'oublions pas qu'il est l'auteur incontestable du document, et il sait peut-être à quoi s'en tenir sur le retour du yacht. »« Mille diables !» s'écria Pencroff. « Qui ça peut-il bien être ? Il nous connaît, ce personnage, et nous ne le connaissons pas. Si c'est un simple naufragé, pourquoi se cache-t-il ? Nous sommes de braves gens, je suppose, et la société de braves gens n'est désagréable à personne. Est-il venu volontairement ici ? Peut-il quitter l'île si cela lui plaît ? Y est-il encore ? Y est-il plus ? » En causant ainsi, Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett s'étaient embarqués et parcouraient le pont du Bonadventure. Tout à coup... Ah ok. Il y avait une majuscule qui n'était pas écrite, ça m'a troublé, pardon. En causant ainsi, Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett s'étaient embarqués et parcouraient le pont du Bonadventure. Tout à coup, le marin, ayant examiné la bitte sur laquelle était tourné le câble de l'ancre... « Ah, par exemple, s'écria-t-il, voilà qui est fort. »« Qu'y a-t-il, Pencroff » demanda le reporter. « Il y a que ce n'est pas moi qui ai fait ce nœud. » Et Pencroff montrait une corde qui amarrait le câble sur la bitte même pour l'empêcher de déraper. « Comment ? Ce n'est pas vous » demanda Gédéon Spilett. « Non, j'en jurerais. Ceci est un nœud plat, et j'ai l'habitude de faire 2 demi-clés. »« Vous vous serez trompé, Pencroff. »« Je ne me suis pas trompé, » affirma le marin. « On a ça dans la main, naturellement, et la main ne se trompe pas. »« Alors, les convicts seraient donc venus à bord » demanda Harbert. « Je n'en sais rien, » répondit Pencroff. « Mais ce qui est certain, c'est qu'on a levé l'ancre du Bonadventure et qu'on l'a mouillée de nouveau. Et tenez, voilà une autre preuve. On a filé du câble de l'ancre, et sa garniture n'est plus au portage de l'écubier. Je vous répète qu'on s'est servi de notre embarcation. »« Mais si les convicts s'en étaient servis, ou ils l'auraient pillé, ou bien ils auraient fui. »« Fui ? Où cela ? À l'île Tabor ?» répliqua Pencroff. « Croyez-vous donc qu'ils se seraient hasardés sur un bateau d'un aussi faible tonnage ? » « Il faudrait d'ailleurs admettre qu'ils avaient connaissance de l'îlot, » répondit le reporter. « Quoi qu'il en soit, » dit le marin, « aussi vrai que je suis Bonadventure Pencroff du Vineyard, notre Bonadventure a navigué sans nous. » Le marin était tellement affirmatif que ni Gédéon Spilett ni Harbert ne purent contester son dire. Il était évident que l'embarcation avait été déplacée, plus ou moins, depuis que Pencroff l'avait ramenée à Port-Ballon. Pour le marin, il n'y avait aucun doute que l'ancre n'eût été levée, puis ensuite renvoyée par le fond. Or, pourquoi ces 2 manœuvres, si le bateau n'avait pas été employé à quelque expédition ? « Mais comment n'aurions-nous pas vu le Bonadventure passer au large de l'île ?» fit observer le reporter, qui tenait à formuler toutes les objections possibles. « Hé, monsieur Spilett, » répondit le marin, « il suffit de partir la nuit avec une bonne brise, et en 2 heures on est hors de vue de l'île. »« Eh bien, » reprit Gédéon Spilett, « je le demande encore. Dans quel but les convicts se seraient-ils servis du Bonadventure, et pourquoi, après s'en être servis, l'auraient-ils ramené au port ? »« Hé, monsieur Spilett, » répondit le marin, « mettons cela au nombre des choses inexplicables, et n'y pensons plus. L'important était que le Bonadventure fût là, et il y est. Malheureusement, si les convicts le prenaient une seconde fois, il pourrait bien ne plus se retrouver à sa place. »« Alors, Pencroff, » dit Harbert, « peut-être serait-il prudent de ramener le Bonadventure devant Granite House ?»« Oui et non, » répondit Pencroff. « Ou plutôt non. L'embouchure de la Mercy est un mauvais endroit pour un bateau, et la mer y est dure. »« Mais en le halant sur le sable, jusqu'au pied même des cheminées. »« Peut-être. Oui, » répondit Pencroff.
En tout cas, puisque nous devons quitter Granite House pour une assez longue expédition, je crois que le Bonadventure sera plus en sûreté ici pendant notre absence et que nous ferons bien de l'y laisser jusqu'à ce que l'île soit purgée de ses coquins. C'est aussi mon avis, dit le reporter. Au moins, en cas de mauvais temps, il ne sera pas exposé comme il le serait à l'embouchure de la Mercy. Mais si les convicts allaient de nouveau lui rendre visite, dit Harbert. Eh bien, mon garçon, répondit Pencroff, ne le retrouvant plus ici, ils auraient vite fait de le chercher du côté de Granite House, et pendant notre absence, rien ne les empêcherait de s'en emparer. Je pense donc, comme Mr. Spilett, qu'il faut le laisser à Port-Ballon. Mais lorsque nous serons revenus, si nous n'avons pas débarrassé l'île de ce gredin-là, il sera prudent de ramener notre bateau à Granite House jusqu'au moment où il n'aura plus à craindre aucune méchante visite. C'est convenu. En route, dit le reporter. Pencroff, Harbert et Gédéon Spilett, quand ils furent de retour à Granite House, firent connaître à l'ingénieur ce qui s'était passé, et celui-ci approuva leurs dispositions pour le présent et pour l'avenir. Il promit même aux marins d'étudier la portion du canal située entre l'îlot et la côte, afin de voir s'il ne serait pas possible d'y créer un port artificiel au moyen de barrages. De cette façon, le Bonadventure serait toujours à portée, sous les yeux des colons, et au besoin sous clé. Le soir même, on envoya un télégramme à Ayrton pour le prier de ramener du corral une couple de chèvres que Nab voulait acclimater sur les prairies du plateau. Chose singulière, Ayrton n'accusa pas réception de la dépêche, ainsi qu'il avait l'habitude de le faire. Cela ne laissa pas d'étonner l'ingénieur. Mais il pouvait se faire qu'Ayrton ne fût pas en ce moment au corral, ou même qu'il fût en route pour revenir à Granite House. En effet, 2 jours s'étaient écoulés depuis son départ, et il avait été décidé que le 10 au soir ou le 11 au plus tard, dès le matin, il serait de retour. Les colons attendirent donc qu'Ayrton se montrât sur les hauteurs de grande vue. Nab et Harbert veillèrent même aux approches du pont, afin de le baisser dès que leurs compagnons se présenteraient. Mais, vers 10 heures du soir, il n'était aucunement question d'Ayrton. On jugea donc convenable de lancer une nouvelle dépêche, demandant une réponse immédiate. Le timbre de Granite House resta muet. Alors l'inquiétude des colons fut grande. Que s'était-il passé? Ayrton n'était-il donc plus au corral ou, s'il s'y trouvait encore, n'avait-il plus la liberté de ses mouvements? Devait-on aller au corral par cette nuit obscure? On discuta. Les uns voulaient partir, les autres rester. Mais, dit Harbert, peut-être quelque accident s'est-il produit dans l'appareil télégraphique et ne fonctionne-t-il plus? Cela se peut, dit le reporter. Attendons à demain, répondit Cyrus Smith. Il est possible en effet qu'Ayrton n'ait pas reçu notre dépêche, ou même que nous n'ayons pas reçu la sienne. On attendit, et, cela se comprend, non sans une certaine anxiété. Dès les premières lueurs du jour, 11 novembre, Cyrus Smith lançait encore le courant électrique à travers le fil et ne recevait aucune réponse. Il recommença, même résultat. En route pour le corral, dit-il. Et bien armé, ajouta Pencroff. Il fut aussitôt décidé que Granite House ne resterait pas seul et que Nab y demeurerait. Après avoir accompagné ses compagnons jusqu'au crique Glycérine, il relèverait le pont et, embusqué derrière un arbre, il guetterait soit leur retour, soit celui d'Ayrton. Au cas où les pirates se présenteraient et essaieraient de franchir le passage, il tenterait de les arrêter à coups de fusil, et en fin de compte, il se réfugierait dans Granite House, où l'ascenseur, une fois relevé, il serait en sûreté. Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert et Pencroff devaient se rendre directement au corral, et s'ils n'y trouvaient point Ayrton, battre le bois dans les environs. À 6 heures du matin, l'ingénieur et ses 3 compagnons avaient passé le crique Glycérine, et Nab se postait derrière un léger épaulement que couronnaient quelques grands dragonniers sur la rive gauche du ruisseau. Les colons, après avoir quitté le plateau de grande vue, prirent immédiatement la route du corral. Ils portaient le fusil sur le bras, prêts à faire feu à la moindre démonstration hostile. Les 2 carabines et les 2 fusils avaient été chargés à balles. De chaque côté de la route, le fourré était épais et pouvait aisément cacher des malfaiteurs qui, grâce à leurs armes, eussent été véritablement redoutables. Les colons marchaient rapidement et en silence. Top les précédait, tantôt courant sur la route, tantôt faisant quelques crochets sous bois, mais toujours muet et ne paraissant rien pressentir d'insolite. Et l'on pouvait compter que le fidèle chien ne se laisserait pas surprendre et qu'il aboierait à la moindre apparence de danger. En même temps que la route, Cyrus Smith et ses compagnons suivaient le fil télégraphique qui reliait le corral et Granite House.
Après avoir marché pendant 2 miles environ, il n'y avait encore remarqué aucune solution de continuité. Les poteaux étaient en bon état, les isoloirs intacts, le fil régulièrement tendu. Toutefois, à partir de ce point, l'ingénieur observa que cette tension paraissait être moins complète, et enfin, arrivé au poteau numéro 74, Harbert, qui tenait les devants, s'arrêta en criant « Le fil est rompu !» Ses compagnons pressèrent le pas et arrivèrent à l'endroit où le jeune garçon s'était arrêté. Là, le poteau renversé se trouvait en travers de la route. La solution de continuité du fil était donc constatée, et il était évident que les dépêches de Granite House n'avaient pu être reçues au corral, ni celles du corral à Granite House. « Ce n'est pas le vent qui a renversé ce poteau, » fit observer Pencroff. « Non, » répondit Gédéon Spilett. « La terre a été creusée à son pied, et il a été déraciné de main d'homme. En outre, le fil est brisé, » ajouta Harbert, en montrant les 2 bouts du fil de fer qui avaient été violemment rompus. « La cassure est-elle fraîche » demanda Cyrus Smith. « Oui, » répondit Harbert, « et il y a certainement peu de temps que la rupture a été produite. »« Au corral ! Au corral !» s'écria le marin. Les colons se trouvaient alors à mi-chemin de Granite House et du corral. Il leur restait donc encore 2 miles et demi à franchir. Ils prirent le pas de course. En effet, on devait craindre que quelque grave événement ne se fût accompli au corral. Sans doute, Ayrton avait pu envoyer un télégramme qui n'était pas arrivé, et ce n'était pas là la raison qui devait inquiéter ses compagnons. Mais, circonstance plus inexplicable, Ayrton, qui avait promis de revenir la veille au soir, n'avait pas reparu. Enfin, ce n'était pas sans motif que toute communication avait été interrompue entre le corral et Granite House, et quels autres que les convicts avaient intérêt à interrompre cette communication. Les colons couraient donc, le cœur serré par l'émotion. Ils s'étaient sincèrement attachés à leur nouveau compagnon. Allait-il le trouver frappé de la main même de ceux dont il avait été autrefois le chef ? Bientôt, ils arrivèrent à l'endroit où la route longeait ce petit ruisseau dérivé du Creek Rouge qui irriguait les prairies du corral. Ils avaient alors modéré leurs pas, afin de ne pas se trouver essoufflés au moment où la lutte allait peut-être devenir nécessaire. Les fusils n'étaient plus au cran de repos, mais armés. Chacun surveillait un côté de la forêt. Top faisait entendre quelques sourds grognements qui n'étaient pas de bon augure. Enfin, l'enceinte palissadée apparut à travers les arbres. On n'y voyait aucune trace de dégâts. La porte en était fermée comme à l'ordinaire. Un silence profond régnait dans le corral. Ni les bêlements accoutumés des mouflons, ni la voix d'Ayrton ne se faisaient entendre. « Entrons, » dit Cyrus Smith. Et l'ingénieur s'avança, pendant que ses compagnons faisant le guet à 20 pas de lui, étaient prêts à faire feu. Cyrus Smith leva le loquet intérieur de la porte, et il allait repousser un des battants quand Top aboya avec violence. Une détonation éclata au-dessus de la palissade, et un cri de douleur lui répondit. Harbert, frappé d'une balle, gisait à terre. Et c'est la fin du chapitre 6. Nous marquons une courte pause. Et B, ça prend vraiment d'autres allures, hein, cette 3e partie. Je suis très étonné de la direction dans laquelle elle va, mais j'aime beaucoup, ça change, ça nous change de ce qu'on a eu depuis le début de l'œuvre, j'aime bien. Bonsoir Chamast, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Ouais non, franchement ça nous change et je trouve ça vraiment très cool. Ça fait pas le même récit en permanence. Là il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de tension. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là, les événements deviennent beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que est-ce que c'est voulu de la part de Jules Verne ? Peut-être bien. Hein. Mais il n'y a jamais eu de dissension dans le groupe, quasiment. En tout cas, jamais de dissension très marquée, quoi. Ça s'est toujours fait de manière très smooth. Ça a toujours été très lisse, très poli, très respectueux entre tout le monde, sans accroc, etc. Du temps où il ne faisait face qu'à la nature. Et à partir du moment où l'élément humain a été ajouté dans l'équation, il se passe plein de trucs dangereux, il se passe plein de trucs stressants,
il y a beaucoup plus de tensions, et même des tensions internes à l'équipe, entre guillemets, puisque Pencroff n'était pas d'accord comment dire, sur la marche à suivre. Et l'a fait savoir, aux autres. Même s'il s'est plié à leur choix, à leurs décisions, à la base, il était quand même pas d'accord et il l'a quand même dit, quoi. Donc franchement, j'aime bien. C'est assez marrant le fait que, en tout cas, c'est notable que la survie, l'aspect survie en milieu hostile sur une île, un peu l'homme contre la nature, ça a posé aucun problème, voire ça s'est passé à merveille. Et là, l'élément humain, l'élément nouvel homme qui débarque sur l'île, d'un seul coup, ça nourrit des inquiétudes, ça nourrit des tensions, ça nourrit du danger, de la gravité aux actions. Et encore une fois, au sein même de leur groupe, des dissensions. Donc je trouve ça vachement intéressant et assez notable. Ça tourne au western, règlement de compte à Lincoln Island Coral. Ouais, franchement, ça va être ça. Hein. Ça va être ça, là. Ils sont tous avec leurs fusils, ils sont tous un peu à la chasse à l'homme, en quelque sorte. Je me demande vraiment comment ça peut tourner, tout ça. Pareil, des blessures graves, on n'en a pas eu tant que ça. Et là, ça y est, ça arrive. Harbert qui s'est fait tirer dessus. Je suis très curieux. Très, très curieux de voir comment tout ça va tourner. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que l'histoire prenne cette voie. Mais ça rend l'histoire beaucoup plus intéressante, je trouve. Vraiment, de changer un petit peu de ton, là, ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais pas faire une pause très longue, parce que les chapitres que je viens de vous lire, c'était relativement équivalent au chapitre précédent en termes de longueur. Par contre, il me semble que les chapitres qu'il me reste à vous lire ce soir sont un peu plus courts. Attendez, je vérifie directement. Bon, du coup, je me spoil avec quelques illustrations, mais... Alors, ouais, là, on n'est même pas sur 10 pages, on est sur... Ouais, on est sur 7 pages, donc ça va aller relativement vite, surtout qu'il y a des illustrations. Et le chapitre 8, je crois qu'il est encore plus court. Ouais, le chapitre 8, il fait 4 pages. Donc là, on a 7 et 4 pages. En général, ce que je vous lis à chaque fois, ça fait plutôt 2 x 9 ou 2 x 10 pages. Donc d'habitude, je vous lis 20 pages. Là, il va nous en rester 13, 14 à tout casser. Même pas, je crois. J'ai dit combien? Bon, bref. J'ai dit 7 et 4, je crois. Donc 11 pages. Ah oui, donc en fait, ça va être quasiment 2 fois moins long que d'habitude. Pour les 2 chapitres qui restent. Bon, bref. Je vous ai expliqué en intro de live pourquoi je tenais quand même à maintenir le rythme de 4 chapitres. Donc peu importe que le live du soir soit un peu plus court. Je sais pas si c'est psychologique, mais à un moment pendant ma lecture, j'ai vu un moustique se poser sur mon bouquin. Et du coup, ça me gratte de partout. Je pense que c'est psychologique, mais bref. Pencroff a la gâchette qu'il démange. Bah franchement, ouais, pas mal. À la fois, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se posent de questions. De toute façon, je vous ai déjà dit ça dans un live précédent. Moi, il y aurait une invasion zombie. Je pense que je mourrais très vite parce que je pense que je serais un peu Cyrus Smith et que je serais un peu le mec à faire confiance aux gens et à essayer de s'organiser et à dire mais non, on va faire les choses ensemble et ainsi de suite. Et franchement, je pense que ce genre de personne en apocalypse zombie, c'est le genre de personne qui se ferait tuer très très vite par les gens qui n'en ont rien à foutre du groupe et qui veulent juste survivre solo. Donc voilà. Et du coup, pourquoi je dis ça? C'est que je trouve ça étonnant, parce que si j'imagine une apocalypse zombie, c'est ce qu'il y a de plus proche dans mon esprit, ok? La comparaison est peut-être étrange, mais c'est ce qu'il y a de plus proche dans mon esprit de concevable pour moi, bref. Où je me dis comment je réagirais dans cette situation. Et du coup,
ça m'a étonné quand même que Pencroff finalement soit le seul de cet avis et que tout le monde soit en mode oh bah c'est bon, on va suivre Cyrus Smith qui nous dit qu'on va laisser 6 mecs armés sur l'île sans les contrôler, sans rien, et que oui, certainement ils vont se repentir. Bon, j'aurais quand même été un peu plus soucieux, un peu plus inquiet. Et je pense que je me serais quand même posé beaucoup plus de questions. Je sais pas si personnellement, parce que ça ressemble pas trop à ma nature, je sais pas si personnellement j'aurais été comme Pencroff à dire tout de suite, faut les prendre en chasse, faut les tuer, et voilà. Faut s'en débarrasser au plus vite, et voilà. Mais je sais pas si j'aurais été non plus aussi confiant que Cyrus Smith, quoi. Et je trouve que les personnages auraient peut-être pu avoir davantage le... Comment dire, l'entre-deux entre Pencroff et Cyrus Smith. Mais bon, déjà le fait qu'il y ait eu des dissensions dans le groupe, je trouve ça rafraîchissant parce que c'est nouveau. Donc je vais pas en demander trop. C'est déjà sympa. Je remarque que souvent Pencroff est d'un avis différent de ses amis. C'est vrai que c'est Pencroff qui est peut-être l'élément le plus... j'allais dire intranquille, mais c'est pas tellement ça. Le plus controverse. J'ai pas le terme que je cherche. J'ai pas de mots qui vont bien dans la phrase que je veux. Mais bon, oui, je suis d'accord avec toi, Miss Perrine, avec cette remarque. Ce que j'ai apprécié, c'est que jusqu'à présent, très souvent, on lui faisait la morale. Enfin, on lui faisait pas la morale, mais on lui expliquait les avis de Cyrus Smith et des autres. Et en gros, il se rangeait à leur avis. Là, ce que j'apprécie et qui est différent par rapport aux fois précédentes, c'est qu'il campe sur ses positions et qu'il est en mode ouais, ok, je vais suivre ce que vous dites parce que je vous fais confiance, parce que vous êtes la majorité, parce que Cyrus Smith, il nous a toujours sauvés et tutti quanti. Par contre, je reste sur mon avis que c'est pas une bonne idée. Donc je trouve ça cool, il y a vraiment une évolution. J'aime bien. Et du coup, avec le passif, si on peut dire, de Pencroff, je trouve ça hyper logique, quoi. Hyper logique que ce soit lui qui soit un petit peu à part. Bien. Je pense pas que les dissensions de groupe vont aller jusqu'à avoir un groupe désuni et ainsi de suite. Je pense vraiment pas que ce sera le délire de l'œuvre. Mais ça ajoute un petit truc, ça ajoute un peu de sel, c'est sympa. Bien. Je m'étire et je vais poursuivre la lecture. Comme je vous le disais, ça sera un peu plus court. Donc je pense que je vous reviens d'ici 20 minutes plutôt que 40. Et comme ça, on aura un petit live d'1h20. 1h20, 1h30, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal, ça reste correct. Hop. Je te souhaite une bonne écoute, Miss Perrine. Bonne écoute, Chamast. Bonne écoute à tous ceux dans le nombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Qu'est-il arrivé à Harbert? Nous allons le découvrir. Et qu'est-il arrivé à Ayrton aussi? Chapitre 7. Au cri d'Harbert, Pencroff, laissant tomber son arme, s'était élancé vers lui. « Ils l'ont tué !» s'écria-t-il. « Lui, mon enfant, ils l'ont tué !» Cyrus Smith, Gédéon Spilett, s'était précipité vers Harbert. Le reporter écoutait si le cœur du pauvre enfant battait encore. « Il vit, dit-il, mais il faut le transporter. »« À Granite House, c'est impossible, » répondit l'ingénieur. « Au corral, alors !» s'écria Pencroff. « Un instant, » dit Cyrus Smith. Et il s'élança sur la gauche de manière à contourner l'enceinte. Là, il se vit en présence d'un convict qui, l'ajustant, lui traversa le chapeau d'une balle. Quelques secondes après, avant même qu'il eût eu le temps de tirer son second coup, il tombait, frappé au cœur par le poignard de Cyrus Smith, plus sûr encore que son fusil. Pendant ce temps, Gédéon Spilett et le marin se hissaient aux angles de la palissade. Ils en enjambaient le faîte, ils sautaient dans l'enceinte, ils renversaient les étais qui maintenaient la porte intérieurement, ils se précipitaient dans la maison qui était vide, et bientôt,
le pauvre Harbert reposait sur le lit d'Ayrton. Quelques instants après, Cyrus Smith était près de lui. À voir Harbert inanimé, la douleur du marin fut terrible. Il sanglotait, il pleurait, il voulait se briser la tête contre la muraille. Ni l'ingénieur ni le reporter ne purent le calmer. L'émotion les suffoquait eux-mêmes. Ils ne pouvaient parler. Toutefois, ils firent tout ce qui dépendait d'eux pour disputer à la mort le pauvre enfant qui agonisait sous leurs yeux. Gédéon Spilett, après tant d'incidents dont sa vie avait été semée, n'était pas sans avoir quelques pratiques de médecine courante. Il savait un peu de tout, et maintes circonstances s'étaient déjà rencontrées dans lesquelles il avait dû soigner des blessures produites soit par une arme blanche, soit par une arme à feu. Aidé de Cyrus Smith, il procéda donc aux soins que réclamait l'état d'Harbert. Tout d'abord, le reporter fut frappé de la stupeur générale qui l'accablait, stupeur due soit à l'hémorragie, soit même à la commotion. Si la balle avait heurté un os avec assez de force pour déterminer une secousse violente. Harbert était extrêmement pâle, et son pouls d'une faiblesse telle que Gédéon Spilett ne le sentit battre qu'à de longs intervalles, comme s'il eût été sur le point de s'arrêter. En même temps, il y avait une résolution presque complète des sens et de l'intelligence. Ces symptômes étaient très graves. La poitrine d'Harbert fut mise à nu, et, le sang ayant été étanché à l'aide de mouchoirs, elle fut lavée à l'eau froide. La contusion, ou plutôt la plaie contuse, apparut. Un trou ovalisé existait sur la poitrine entre la 3e et la 4e côte. C'est là que la balle avait atteint Harbert. Cyrus Smith et Gédéon Spilett retournèrent alors le pauvre enfant, qui laissa échapper un gémissement si faible qu'on eût pu croire que c'était son dernier soupir. Une autre plaie contuse ensanglantait le dos d'Harbert, et la balle qui l'avait frappé s'en échappa aussitôt. « Dieu soit loué !» dit le reporter. « La balle n'est pas restée dans le corps, et nous n'aurons pas à l'extraire. » « Mais le cœur ?» demanda Cyrus Smith. « Le cœur n'a pas été touché, sans quoi Harbert serait mort. »« Mort ?» s'écria Pencroff, qui poussa un rugissement. Le marin n'avait entendu que les derniers mots prononcés par le reporter. « Non, Pencroff, » répondit Cyrus Smith. « Non, il n'est pas mort. Son pouls bat toujours. Il a fait même entendre un gémissement. Mais dans l'intérêt même de votre enfant, calmez-vous. Nous avons besoin de tout notre sang-froid. Ne nous le faites pas perdre, mon ami. » Pencroff se tut, mais une réaction s'opérant en lui, de grosses larmes inondèrent son visage. Cependant, Gédéon Spilett essayait de rappeler ses souvenirs et de procéder avec méthode. D'après son observation, il n'était pas douteux pour lui que la balle, entrée par devant, ne fût sortie par derrière. Mais quel ravage cette balle avait-elle causé dans son passage? Quels organes essentiels étaient atteints? Voilà ce qu'un chirurgien de profession eût à peine pu dire en ce moment, et à plus forte raison le reporter. Cependant, il savait une chose, c'est qu'il aurait à prévenir l'étranglement inflammatoire des parties lésées, puis à combattre l'inflammation locale et la fièvre qui résulterait de cette blessure mortelle peut-être. Or, quel topique, quels antiphlogistiques employer? Par quels moyens détourner cette inflammation? En tout cas, ce qui était important, c'était que les deux plaies fussent pansées sans retard. Il ne parut pas nécessaire à Gédéon Spilett de provoquer un nouvel écoulement du sang, en les lavant à l'eau tiède et en comprimant les lèvres. L'hémorragie avait été très abondante, et Harbert n'était déjà que trop affaibli par la perte de son sang. Le reporter crut donc devoir se contenter de laver les deux plaies à l'eau froide. Harbert était placé sur le côté gauche, et il fut maintenu dans cette position. « Il ne faut pas qu'il remue, » dit Gédéon Spilett. « Il est dans la position la plus favorable pour que les plaies du dos et de la poitrine puissent suppurer à l'aise, et un repos absolu est nécessaire. »« Quoi? Nous ne pouvons le transporter à Granite House » demanda Pencroff. « Non, Pencroff, » répondit le reporter. « Malédiction !» s'écria le marin, dont le poing se tourna vers le ciel. « Pencroff, » dit Cyrus Smith. Gédéon Spilett s'était remis à examiner l'enfant blessé avec une extrême attention. Harbert était toujours si affreusement pâle que le reporter se sentit troublé. « Cyrus, dit-il, je ne suis pas médecin. Je suis dans une perplexité terrible. Il faut que vous m'aidiez de vos conseils, de votre expérience. »« Reprenez votre calme, mon ami, » répondit l'ingénieur, en serrant la main du reporter. « Jugez avec sang-froid. Ne pensez qu'à ceci. Il faut sauver Harbert. » Ces paroles rendirent à Gédéon Spilett cette possession de lui-même que, dans un instant de découragement, le vif sentiment de sa responsabilité lui avait fait perdre. Il s'assit près du lit.
Cyrus Smith se tint debout. Pencroff avait déchiré sa chemise et, machinalement, il faisait de la charpie. Gédéon Spilett expliqua alors à Cyrus Smith qu'il croyait devoir avant tout arrêter l'hémorragie, mais non pas fermer les deux plaies, ni provoquer leur cicatrisation immédiate, parce qu'il y avait eu perforation intérieure et qu'il ne fallait pas laisser la suppuration s'accumuler dans la poitrine. Cyrus Smith l'approuva complètement, et il fut décidé qu'on panserait les deux plaies sans essayer de les fermer par une coaptation immédiate. Fort heureusement, il ne sembla pas qu'elles eussent besoin d'être débridées. Et maintenant, pour réagir contre l'inflammation qui surviendrait, les colons possédaient-ils un agent efficace? Oui, ils en avaient un, car la nature l'a généreusement prodigué. Ils avaient l'eau froide, c'est-à-dire le sédatif le plus puissant dont on puisse se servir contre l'inflammation des plaies, l'agent thérapeutique le plus efficace dans les cas graves et qui, maintenant, est adopté de tous les médecins. L'eau froide a, de plus, l'avantage de laisser la plaie dans un repos absolu et de la préserver de tout pansement prématuré, avantage considérable puisqu'il est démontré par l'expérience que le contact de l'air est funeste pendant les premiers jours. Gédéon Spilett et Cyrus Smith raisonnèrent ainsi avec leur simple bon sens, et ils agirent comme eût fait le meilleur chirurgien. Des compresses de toile furent appliquées sur les deux blessures du pauvre Harbert et durent être constamment imbibées d'eau froide. Le marin avait tout d'abord allumé du feu dans la cheminée de l'habitation, qui ne manquait pas des choses nécessaires à la vie. Du sucre d'érable, des plantes médicinales, celles-là même que le jeune garçon avait cueillies sur les berges du lac Grant, permirent de faire quelques rafraîchissantes tisanes, et on les lui fit prendre sans qu'il s'en rendît compte. Sa fièvre était extrêmement forte, et toute la journée et la nuit se passèrent ainsi sans qu'il eût repris connaissance. La vie d'Harbert ne tenait plus qu'à un fil, et ce fil pouvait se rompre à tout instant. Le lendemain, 12 novembre, Cyrus Smith et ses compagnons reprirent quelque espoir. Harbert était revenu de sa longue stupeur. Il ouvrit les yeux, il reconnut Cyrus Smith, le reporter, Pencroff. Il prononça 2 ou 3 mots. Il ne savait pas ce qui s'était passé. On le lui apprit, et Gédéon Spilett le supplia de garder un repos absolu, lui disant que sa vie n'était pas en danger et que ses blessures se cicatriseraient en quelques jours. Du reste, Harbert ne souffrait presque pas, et cette eau froide, dont on les arrosait incessamment, empêchait toute inflammation des plaies. La suppuration s'établissait d'une façon régulière, la fièvre ne tendait pas à augmenter, et l'on pouvait espérer que cette terrible blessure n'entraînerait aucune catastrophe. Pencroff sentit son cœur se dégonfler peu à peu. Il était comme une sœur de charité, comme une mère au lit de son enfant. Harbert s'assoupit de nouveau, mais son sommeil parut être meilleur. « Répétez-moi que vous espérez, monsieur Spilett, dit Pencroff. Répétez-moi que vous sauverez Harbert. Oui, nous le sauverons, répondit le reporter. La blessure est grave et peut-être même la balle a-t-elle traversé le poumon, mais la perforation de cet organe n'est pas mortelle. Dieu vous entende, répéta Pencroff. Comme on le pense bien, depuis 24 heures qu'ils étaient au corral, les colons n'avaient eu d'autre pensée que de soigner Harbert. Ils ne s'étaient préoccupés ni du danger qui pouvait les menacer si les convicts revenaient, ni des précautions à prendre pour l'avenir. Mais ce jour-là, pendant que Pencroff veillait au lit du malade, Cyrus Smith et le reporter s'entretinrent de ce qu'il convenait de faire. Tout d'abord, ils parcoururent le corral. Il n'y avait aucune trace d'Ayrton. Le malheureux avait-il été entraîné par ses anciens complices? Avait-il été surpris par eux dans le corral? Avait-il lutté et succombé dans la lutte? Cette dernière hypothèse n'était que trop probable. Gédéon Spilett, au moment où il escaladait l'enceinte palissadée, avait parfaitement aperçu l'un des convicts qui s'enfuyait par le contrefort sud du mont Franklin et vers lequel Top s'était précipité. C'était l'un de ceux dont le canot s'était brisé sur les roches, à l'embouchure de la Mercy. D'ailleurs, celui que Cyrus Smith avait tué et dont le cadavre fut retrouvé en dehors de l'enceinte appartenait bien à la bande de Bob Harvey. Quant au corral, il n'avait encore subi aucune dévastation. Les portes en étaient fermées et les animaux domestiques n'avaient pu se disperser dans la forêt. On ne voyait non plus aucune trace de lutte, aucun dégât, ni à l'habitation ni à la palissade. Seulement les munitions, dont Ayrton était approvisionné, avaient disparu avec lui. « Le malheureux aura été surpris, dit Cyrus Smith, et comme il était homme à se défendre, il aura succombé. »« Oui, cela est à craindre, » répondit le reporter. « Puis sans doute les convicts se sont installés au corral où ils trouvaient tout en abondance,
et ils n'ont pris la fuite que lorsqu'ils nous ont vus arriver. Il est bien évident aussi qu'à ce moment Ayrton, mort ou vivant, n'était plus ici. Il faudra battre la forêt, dit l'ingénieur, et débarrasser l'île de ces misérables. Les pressentiments de Pencroff ne le trompaient pas, quand il voulait qu'on leur donnât la chasse comme à des bêtes fauves. Cela nous eût épargné bien des malheurs. Oui, répondit le reporter, mais maintenant nous avons le droit d'être sans pitié. En tout cas, dit l'ingénieur, nous sommes forcés d'attendre quelque temps et de rester au corral jusqu'au moment où l'on pourra sans danger transporter Harbert à Granite House. Mais Nab, demanda le reporter. Nab est en sûreté. Et si, inquiet de notre absence, il se hasardait à venir? Il ne faut pas qu'il vienne, répondit vivement Cyrus Smith. Il serait assassiné en route. C'est qu'il est bien probable qu'il cherchera à nous rejoindre. Ah, si le télégraphe fonctionnait encore, on pourrait le prévenir, mais c'est impossible maintenant. Quant à laisser seuls ici Pencroff et Harbert, nous ne le pouvons pas. Eh bien, j'irai seul à Granite House. Non, non, Cyrus, répondit le reporter. Il ne faut pas que vous vous exposiez. Votre courage n'y pourrait rien. Ces misérables surveillent évidemment le corral. Ils sont embusqués dans les bois épais qui l'entourent. Et si vous partiez, nous aurions bientôt à regretter 2 malheurs au lieu d'un. Mais Nab, répétait l'ingénieur, voilà 24 heures qu'il est sans nouvelles de nous. Il voudra venir. Et comme il sera encore moins sur ses gardes que nous ne le serions nous-mêmes, répondit Gédéon Spilett, il sera frappé. N'y a-t-il donc pas moyen de le prévenir? Pendant que l'ingénieur réfléchissait, ses regards tombèrent sur Top, qui, allant et venant, semblait dire « Est-ce que je ne suis pas là, moi ?» Top, s'écria Cyrus Smith. L'animal bondit à l'appel de son maître. Oui, Top ira, dit le reporter qui avait compris l'ingénieur. Top passera où nous ne passerions pas. Il portera à Granite House des nouvelles du corral, et il nous rapportera celles de Granite House. Vite, répondit Cyrus Smith. Vite. Gédéon Spilett avait rapidement déchiré une page de son carnet, et il y écrivit ces lignes. Harbert blessé, nous sommes au corral, tiens-toi sur tes gardes, ne quitte pas Granite House. Les convicts ont-ils paru aux environs? Réponse par Top. Ce billet laconique contenait tout ce que Nab devait apprendre, et lui demandait en même temps tout ce que les colons avaient intérêt à savoir. Il fut plié et attaché au collier de Top d'une façon très apparente. « Top, mon chien !» dit alors l'ingénieur en caressant l'animal. « Nab, Top, Nab, va, va !» Top bondit à ces paroles. Il comprenait, il devinait ce qu'on exigeait de lui. La route du corral lui était familière. En moins d'une demi-heure, il pouvait l'avoir franchie, et il était permis d'espérer que là où ni Cyrus Smith ni le reporter n'auraient pu se hasarder sans danger, Top, courant dans les herbes ou sous la lisière du bois, passerait inaperçu. L'ingénieur alla à la porte du corral, et il en repoussa un des battants. « Nab, Top, Nab !» répéta encore une fois l'ingénieur, en étendant la main dans la direction de Granite House. Top s'élança au dehors et disparut presque aussitôt. « Il arrivera, » dit le reporter. « Oui, et il reviendra, le fidèle animal. »« Quelle heure est-il » demanda Gédéon Spilett. « 10 heures. Dans 1 heure, il peut être ici. Nous guetterons son retour. » La porte du corral fut refermée. L'ingénieur et le reporter rentrèrent dans la maison. Harbert était alors profondément assoupi. Pencroff maintenait ses compresses dans un état permanent d'humidité. Gédéon Spilett, voyant qu'il n'y avait rien à faire en ce moment, s'occupa de préparer quelque nourriture, tout en surveillant avec soin la partie de l'enceinte adossée au contrefort par laquelle une agression pouvait se produire. Les colons attendirent le retour de Top, non sans anxiété. Un peu avant 11 heures, Cyrus Smith et le reporter, la carabine à la main, étaient derrière la porte, prêts à l'ouvrir au premier aboiement de leur chien. Ils ne doutaient pas que si Top avait pu arriver heureusement à Granite House, Nab ne l'eût immédiatement renvoyé. Ils étaient tous deux là, depuis 10 minutes environ, quand une détonation retentit et fut aussitôt suivie d'aboiements répétés. L'ingénieur ouvrit la porte et, voyant encore un reste de fumée à 100 pas dans le bois, il fit feu dans cette direction. Presque aussitôt, Top bondit dans le corral, dont la porte fut vivement refermée. « Top, Top !» s'écria l'ingénieur, en prenant la bonne grosse tête du chien entre ses bras. Un billet était attaché à son cou, et Cyrus Smith lut ces mots, tracés de la grosse écriture de Nab. « Point de pirates aux environs de Granite House, je ne bougerai pas.
Pauvre Mr. Harbert. Chapitre 8. Ainsi, les convicts étaient toujours là, épiant le corral, et décidés à tuer les colons l'un après l'autre. Il n'y avait plus qu'à les traiter en bêtes féroces. Mais de grandes précautions devaient être prises, car ces misérables avaient, en ce moment, l'avantage de la situation, voyant et n'étant pas vus, pouvant surprendre par la brusquerie de leur attaque et ne pouvant être surpris. Cyrus Smith s'arrangea donc de manière à vivre au corral, dont les approvisionnements, d'ailleurs, pouvaient suffire pendant un assez long temps. La maison d'Ayrton avait été pourvue de tout ce qui était nécessaire à la vie, et les convicts, effrayés par l'arrivée des colons, n'avaient pas eu le temps de la mettre au pillage. Il était probable, ainsi que le fit observer Gédéon Spilett, que les choses s'étaient passées comme suit. Les 6 convicts, débarqués sur l'île, en avaient suivi le littoral sud, et, après avoir parcouru le double rivage de la presqu'île serpentine, n'étant point d'humeur à s'aventurer sous les bois du Far West, ils avaient atteint l'embouchure de la rivière de la Chute. Une fois à ce point, en remontant la rive droite du cours d'eau, ils étaient arrivés au contrefort du mont Franklin, entre lesquels il était naturel qu'ils cherchassent... Je vais reprendre cette phrase. Une fois à ce point, en remontant la rive droite du cours d'eau, ils étaient arrivés au contrefort du mont Franklin, entre lesquels il était naturel qu'ils cherchassent quelque retraite, et ils n'avaient pu tarder à découvrir le corral, alors inhabité. Là, ils s'étaient vraisemblablement installés en attendant le moment de mettre à exécution leurs abominables projets. L'arrivée d'Ayrton les avait surpris, mais ils étaient parvenus à s'emparer du malheureux et la suite se devinait aisément. Maintenant, les convicts, réduits à 5, il est vrai, mais bien armés, rôdaient dans les bois, et s'y aventurer, c'était s'exposer à leurs coups, sans qu'il y eût possibilité ni de les parer, ni de les prévenir. « Attendre. Il n'y a pas autre chose à faire, » répétait Cyrus Smith. « Lorsque Harbert sera guéri, nous pourrons organiser une battue générale de l'île et avoir raison de ces convicts. Ce sera l'objet de notre grande expédition en même temps. » « Que la recherche de notre protecteur mystérieux, » ajouta Gédéon Spilett en achevant la phrase de l'ingénieur. « Ah, il faut avouer, mon cher Cyrus, que cette fois sa protection nous a fait défaut, et au moment même où elle nous eût été le plus nécessaire. »« Qui sait ?» répondit l'ingénieur. « Que voulez-vous dire ?» demanda le reporter. « Que nous ne sommes pas au bout de nos peines, mon cher Spilett, et que la puissante intervention aura peut-être encore l'occasion de s'exercer. Mais il ne s'agit pas de cela. La vie d'Harbert avant tout. » C'était la plus douloureuse préoccupation des colons. Quelques jours se passèrent et l'état du pauvre garçon n'avait heureusement pas empiré. Or, du temps gagné sur la maladie, c'était beaucoup. L'eau froide, toujours maintenue à la température convenable, avait absolument empêché l'inflammation des plaies. Il sembla même au reporter que cette eau un peu sulfureuse, ce qu'expliquait le voisinage du volcan, avait une action plus directe sur la cicatrisation. La suppuration était beaucoup moins abondante, et, grâce aux soins incessants dont il était entouré, Harbert revenait à la vie, et sa fièvre tendait à baisser. Il était d'ailleurs soumis à une diète sévère, et, par conséquent, sa faiblesse était et devait être extrême. Mais les tisanes ne lui manquaient pas, et le repos absolu lui faisait le plus grand bien. Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff étaient devenus très habiles à panser le jeune blessé. Tout le linge de l'habitation avait été sacrifié. Les plaies d'Harbert, recouvertes de compresses et de charpies, n'étaient serrées ni trop peu, de manière à provoquer leur cicatrisation sans déterminer de réaction inflammatoire. Le reporter apportait à ces pansements un soin extrême, sachant bien quelle en était l'importance, et répétant à ses compagnons ce que la plupart des médecins reconnaissent volontiers, c'est qu'il est plus rare peut-être de voir un pansement bien fait qu'une opération bien faite. Au bout de 10 jours, le 22 novembre, Harbert allait sensiblement mieux. Il avait commencé à prendre quelque nourriture. Les couleurs revenaient à ses joues, et ses bons yeux souriaient à ses gardes-malades. Il causait un peu, malgré les efforts de Pencroff qui, lui, parlait tout le temps pour l'empêcher de prendre la parole et racontait les histoires les plus invraisemblables. Harbert l'avait interrogé au sujet d'Ayrton, qu'il était étonné de ne pas voir près de lui, pensant qu'il devait être au corral. Mais le marin, ne voulant point affliger Harbert, s'était contenté de répondre qu'Ayrton avait rejoint Nab,
afin de défendre Granite House. « Hein ?» disait-il. « Ces pirates, voilà des gentlemen qui n'ont plus droit à aucun égard. Et Mr. Smith qui voulait les prendre par les sentiments, je leur enverrai du sentiment, moi, mais en bon plomb de calibre. » « Et on ne les a pas revus ?» demanda Harbert. « Non, mon enfant, » répondit le marin, « mais nous les retrouverons. Et quand vous serez guéris, nous verrons si ces lâches qui frappent par derrière oseront nous attaquer face à face. »« Je suis encore bien faible, mon pauvre Pencroff. »« Eh, les forces reviendront peu à peu. Qu'est-ce qu'une balle à travers la poitrine? Une simple plaisanterie. J'en ai vu bien d'autres, et je ne m'en porte pas plus mal. » Enfin, les choses paraissaient être pour le mieux et, du moment qu'aucune complication ne survenait, la guérison d'Harbert pouvait être regardée comme assurée. Mais quelle eût été la situation des colons si son état se fût aggravé? Si par exemple, la balle lui fût restée dans le corps, si son bras ou sa jambe avait dû être amputé? Non, Pardon, j'ai vraiment du mal là. Non, dit plus d'une fois Gédéon Spilett. Je n'ai jamais pensé à une telle éventualité sans frémir. Et cependant, s'il avait fallu agir, lui répondit un jour Cyrus Smith, vous n'auriez pas hésité. Non, Cyrus, dit Gédéon Spilett, mais que Dieu soit béni de nous avoir épargné cette complication. Ainsi que dans tant d'autres conjonctures, les colons avaient fait appel à cette logique du simple bon sens qui les avait tant de fois servis, et encore une fois, grâce à leur connaissance générale, ils avaient réussi. Mais le moment ne viendrait-il pas où toute leur science serait mise en défaut? Ils étaient seuls sur cette île. Or, les hommes se complètent par l'état de société. Ils sont nécessaires les uns aux autres. Cyrus Smith le savait bien, et quelquefois il se demandait si quelques circonstances ne se produiraient pas, qu'ils seraient impuissants à surmonter. Il lui semblait d'ailleurs que ses compagnons et lui, jusque-là si heureux, fussent entrés dans une période néfaste. Depuis plus de 2 ans et demi qu'ils s'étaient échappés de Richmond, on peut dire que tout avait été à leur gré. L'île leur avait abondamment fourni minéraux, végétaux, animaux, et si la nature les avait constamment comblés, leur science avait su tirer parti de ce qu'elle leur offrait. Le bien-être matériel de la colonie était pour ainsi dire complet. De plus, en de certaines circonstances, une influence inexplicable leur était venue en aide. Mais tout cela ne pouvait avoir qu'un temps. Bref, Cyrus Smith croyait s'apercevoir que la chance semblait tourner contre eux. En effet, le navire des convicts avait paru dans les eaux de l'île, et si ces pirates avaient été pour ainsi dire miraculeusement détruits, 6 d'entre eux, du moins, avaient échappé à la catastrophe. Ils avaient débarqué sur l'île, et les 5 qui survivaient y étaient à peu près insaisissables. Ayrton avait été, sans aucun doute, massacré par ces misérables, qui possédaient des armes à feu, et au premier emploi qu'ils en avaient fait, Harbert était tombé, frappé presque mortellement. Étaient-ce donc là les premiers coups que la fortune contraire adressait aux colons? Voilà ce que se demandait Cyrus Smith. Voilà ce qu'il répétait souvent aux reporters, et il leur semblait aussi que cette intervention si étrange mais si efficace, qui les avait tant servis jusqu'alors, leur faisait maintenant défaut. Cet être mystérieux, quel qu'il fût, dont ils ne pouvaient nier l'existence, avait-il donc abandonné l'île? Avait-il succombé à son tour? À ces questions, aucune réponse n'était possible. Mais qu'on ne s'imagine pas que Cyrus Smith et son compagnon, parce qu'ils causaient de ces choses, fussent gens à désespérer. Loin de là. Ils regardaient la situation en face, ils analysaient les chances, ils se préparaient à tout événement. Ils se posaient fermes et droits devant l'avenir et, si l'adversité devait enfin les frapper, elle trouverait en eux des hommes préparés à la combattre. Et c'est la fin du chapitre 8. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live. Et bien du coup, je suis content que ça soit fini, je vous avoue, parce que j'ai eu quelques difficultés. J'ai eu quelques difficultés sur cette fin de lecture. Je sais pas, j'avais des bugs de bouche. J'avais des bugs de bouche. J'arrêtais pas de me prendre les pinceaux. J'avais ma langue qui se prenait dans mes lèvres, qui se prenait dans mes dents. Je sais pas comment expliquer.
mais j'avais beaucoup de mal là sur la fin. Donc je suis heureux que la lecture soit terminée, je vous avoue. Je suis heureux que la lecture soit terminée. Comme ça, j'ai un peu moins l'impression que je vais ruiner la lecture, on va dire. Je l'ai pas trop senti. Ah bah c'est cool, c'est cool. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, encore une fois, je suis très heureux de la tournure que prend l'histoire parce que c'est assez étonnant, je trouve, et c'est assez différent. Il y a enfin des péripéties graves avec un réel impact qui durent dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des péripéties un peu négatives, mais qui trouvent leur solution très rapidement. Là, certes, Harbert, on a trouvé des solutions pour qu'a priori ils tiennent et qu'ils vivent. Donc, en quelque sorte, on pourrait se dire qu'ils ont trouvé une solution rapidement. Mais malgré tout, il y a une certaine gravité qui s'est instaurée dans la longueur. Chose qu'on n'a pas eue jusqu'à présent. C'est-à-dire que sa condition est toujours soumise à précaution et c'est toujours un peu dangereux potentiellement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, le fait qu'il y ait de l'impact aux actions, le fait qu'il se retrouve un peu piégé, qu'il se retrouve un peu dans la position des proies chassées, qu'il soit vraiment dans des conditions très difficiles en fait. Là, il y a Top qui a failli se faire tirer dessus pendant qu'il ramenait un message, quoi. Donc, non, là, on sent vraiment le danger. On sent vraiment le danger et c'est ultra intéressant, je trouve. Et les questionnements de Cyrus et de Spilett et les réflexions sur le fait que justement tout avait bien fonctionné jusqu'à présent et que là, c'était peut-être leur chance qui tournait. J'ai beaucoup aimé aussi cette réflexion sur le fait que, en fait, ce qui fonctionne pour l'être humain, c'est la société, parce que c'est le fait que tout le monde ait des compétences et que les compétences des uns et des autres se complètent, et que du coup, ça va peut-être finir par leur porter défaut. Très intéressant aussi, je trouve, cette réflexion-là. Le fait que la science qu'ils possèdent ne suffit pas. Et puis, évidemment, peut-être un truc un peu plus fataliste ou en proie à une certaine foi dans l'inconnu, ce questionnement sur mince, est-ce que cette force mystérieuse qui nous aide, qui nous protège depuis le début a disparu. Donc ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça, pour le coup, ça développe les personnages et pour le coup, on entre un peu dans leur psyché et on les voit vivre un petit peu d'autres émotions. Donc j'apprécie énormément. Chamast. Et puis les problèmes sont rationnels, on comprend ce qu'il se passe. Ah bah clairement. Là c'est clair que même s'il y a eu quelques termes techniques, on va dire sur la chirurgie d'Harbert, clairement là c'est pas des cours, on va dire, c'est pas des cours que nous prodiguerait professeur Verne. Là c'est vraiment il y a une situation qu'on imagine très bien. Et on voit très bien la panique des personnages, le désespoir, le désarroi de Pencroff et l'agacement très certainement de se dire j'avais vu juste et je vais les dézinguer et je vais avoir vengeance. Non, franchement, très intéressant. Très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ces chapitres. Je trouve que la troisième partie, tu vois, Chamas, la dernière fois, tu me demandais si ça avait suffi pour faire augmenter ma note, on va dire. Là qu'on a lu 8 chapitres, de la troisième partie, ça commence à passer de... L'autre fois, j'avais dit sympa, virgule 2. Tu vois, ça commence à passer de la moyenne de sympa au haut de sympa. Je suis pas encore dans très bon, mais ouais, voilà. Si ma tier list, c'est génial, très bon, sympa. Jusqu'à présent, c'était en milieu, voire bas sympa. Et là, c'est en train de devenir haut sympa. Genre vraiment, je donne des notes trop cheloues, mais bon, bref. C'est mes classifications que j'avais fait dans des tier lists par le passé en live, donc c'est pour ça que je me réfère toujours à ça, mais voilà, voilà. Ok. Et en fait, c'est aussi pour ça que je monte la note, c'est que j'aime bien que ça se diversifie un petit peu, quoi. C'est vraiment ça. Parce que j'appréciais
le côté découverte de l'île, survie et tout. C'est juste que étirer sur autant de temps, de cette manière-là, etc., ça commençait à devenir un peu rébarbatif peut-être. Bien, je vais m'arrêter là, étant donné qu'on n'a plus davantage de pages à lire ce soir. Autant se dépêcher de mettre fin au live. Alors, on va pas le faire durer pour rien. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes réseaux pour être mis au courant des prochains lives, évidemment. Vraisemblablement, il y aura un live dimanche après-midi, je pense, soit sur ma bibliothèque, soit sur les aventures du Pyro Barbare et de Billy, je pense. Il n'est pas exclu que ce soit autre chose, il n'est pas exclu qu'il n'y en ait pas, mais je pense qu'il y aura un live quand même. Je vous tiens au courant sur les réseaux de toute manière. Et puis, dimanche soir, veillez. Dimanche soir, veillez de 21h à minuit. Je me pose en vocal sur mon Discord. Et vous pouvez me rejoindre pour discuter, jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo, ou que sais-je. Voili, voilou. Chamast, tu essaies de faire une incantation de Billy. En vrai, ouais, il y a quand même des chances qu'on passe sur Billy, parce que c'est vrai que la fois passée, on s'est bien amusé. Et que j'aimerais bien terminer la partie dans laquelle on se trouve. Donc ouais, il y a des chances que ça arrive. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée, une excellente nuit. Merci Miss Perrine et Chamas d'être passés. Et je vous dis à tout vite. Oh, attendez. Allez. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont restés au bout du bout, quoi. Je vous propose quand même une illustration de Didier Graffé sur ce qu'on vient de lire. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'intéressant ? Je crois qu'il n'y a que des illustrations avec des personnages dans les chapitres que je viens de vous lire. En général, j'essaie d'éviter de vous montrer des illustrations avec des personnages parce que, je sais pas pour vous, mais pour moi, quand je lis, j'aime bien ne pas avoir de représentation visuelle d'un personnage pour me faire ma propre représentation. Je crois que là, dans les chapitres du soir, il n'y a que des illustrations qui montrent des personnages. Je décide donc de vous montrer celle avec le marin Pencroff au chevet d'Harbert. Hop. Faut pas que j'abîme mon livre, mon marque-page. Il y a des jolies couleurs, je sais pas si ça passe bien en live, mais... Hop. Voilà. Comme ça, vous aurez un joli visuel de Didier Graffé. Franchement, je vais me répéter, hein, mais le bouquin, l'édition est quand même impeccable, quoi. Didier Graffé a des illustrations vraiment, vraiment très très belles. Moi, j'aime bien avoir une illustration des personnages. Ah, ok. En vrai, oui, de toute manière, ça m'étonne pas que pour certaines personnes, ça soit cool d'avoir des illus. J'avoue que moi, j'aime pas ça sur une lecture. Mais je comprends. Il en faut pour tous les goûts. En tout cas, si tu trouves un jour cette édition, Chamast, sache qu'il y a des tonnes d'illustrations des personnages, même assez détaillées, assez précises. En plus, j'aime vraiment bien le trait de Didier Graffé, donc je trouve qu'il les dessine bien et je trouve qu'ils ont des bonnes tronches et tout. Mais je sais pas, moi quand je lis, j'aime bien être vraiment soumis à aucune influence externe, si je peux dire. Et juste avoir dans mon crâne, ok, le texte dit ça, c'est ça ma vision du truc. Enfin bon, bref. Je te souhaite encore une fois une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à tout vite pour la suite des aventures. Normalement, mardi, il n'y a pas de souci, il y aura la suite de l'île mystérieuse. C'est à partir du live d'après que ça risque d'être un peu chamboulé, mais je vous tiendrai au courant de toute manière. Bonsoir, ciao bye bye, à la prochaine.